7 cm, c'est beaucoup ou pas ? J'imagine que ça dépend du contexte. Par exemple, 7 cm, c'est pas grand-chose, et ça procure pas énormément de plaisir quand on parle de neige en montagne. Par contre, une lame de couteau qui s'enfonce de 7 cm en plein milieu de la poitrine, là... c'est exactement ce qu'une personne a subi. Mais avant ça, elle a été humiliée publiquement sur TikTok, devant des milliers de personnes. Elle a été brutalisée, manipulée, et finalement, tuée. Et tout ça s'est arrivé alors que tout le monde l'a vu venir à des kilomètres. Salut, c'est le Cogiteur, bienvenue pour cette nouvelle affaire criminelle où il n'y a rien qui va, vous allez voir. Mais juste un petit mot très vite, si vous ne me suivez pas encore sur le podcast sur Spotify, il y a le lien en description. Et surtout, si vous avez oublié de vous abonner, n'hésitez pas à le faire, comme ça vous manquez pas les autres vidéos qui arrivent. Et je vous remercie d'avance pour ça parce que moi ça m'aide beaucoup. Le vendredi 25 mars 2022, le pub Horseshoe vit une soirée comme il en a déjà vu passer tant d'autres. Situé à Kingswood, près de Bristol en Angleterre, cet établissement familial est devenu plus accessible depuis l'ouverture du périphérique de Bristol en 2001. L'ambiance y est détendue et les gens papotent pendant que leurs enfants s'amusent dans l'aire de jeu installé à l'extérieur. Des bières sont commandées et des éclats de rire résonnent. Le tout dans une chaleur printanière qui s'installe doucement. Et étonnamment, pour un pub anglais, personne n'a encore vidé son estomac sur le trottoir. Une anomalie. Quoi qu'il en soit, au Horseshoe ce soir-là, Abigail White, 24 ans, attend Bradley Lewis, le jeune homme de 22 ans avec qui elle a 3 enfants. Bradley a également une fille, Scarlett, fruit de l'une de ses précédentes relations avec une femme nommée Léa. En apparence, rien ne différencie Abigail de toutes les autres clientes du pub. Sauf qu'elle mène une vie atypique parce que son métier n'a rien d'ordinaire. Et oui, la jeune femme a un compte OnlyFans, sur lequel elle poste du contenu pour adultes sous le pseudonyme Mitzi Lewis. Maintenant la question c'est combien de mecs dans le pub font semblant de pas la connaître ? Elle gagne pas moins de 50 000 livres sterling la première année grâce à cette plateforme. Une somme permettant de vivre confortablement même avec une famille à charge. Bradley, quant à lui, pose des revêtements de sol pour gagner sa vie. Et c'est un papa très présent pour ses 4 enfants. Il les emmène à l'école, à la crèche, et s'occupe d'eux avec une grande attention. Il est aussi un footballeur passionné, il a sa petite notoriété et il est aimé de toute la communauté de Bristol. Dès son plus jeune âge et jusqu'à ses 14 ans, il a joué pour le Bristol Rovers Supporters Junior Football Club. Puis il a continué avec le Hallen AFC et Anam Athletic Football Club, où il est devenu une figure respectée. Le seul problème dans la vie d'Abigail et Bradley, en vérité, c'est leur relation, qui est tout sauf un conte de fées. Elle est volatile, faite de disputes et de réconciliations qui forment un cycle qui se répète encore et encore. Chacun aurait d'ailleurs déjà été infidèle à l'autre plusieurs fois. En fait, en ce moment, Bradley ne vit même plus avec Abigail. Il est retourné chez sa mère, Rachel Hawkins. S'il a pris cette décision, c'est parce qu'il veut rompre et mettre un point définitif à cette relation toxique qui le consume depuis plusieurs années. Et il y a une raison assez flippante à ça. Abigail le terrorise. Bradley l'a clairement dit à ses amis. Il veut quitter sa compagne, mais il ose pas. Parce qu'à chaque fois que le sujet est abordé, elle perd les pédales. Abigail menace de mettre fin à ses jours, ou de le tuer, lui et sa mère, mais aussi toutes les autres femmes avec qui il a eu des relations au fil des années. Et vous pensez qu'elle bluffe ? Que tout ce chantage, c'est du vent ? En fait, ce sont pas des menaces en l'air. Bah oui, parce qu'Abigail a déjà poignardé Bradley 2 fois par le passé. Un premier coup à la jambe et un second au bras, à peine une semaine avant cette soirée au pub. Le jeune homme a même dû aller dans un centre de soins NHS pour se faire soigner. Malgré la gravité de la situation, Bradley n'a rien dit à la police et n'a pas porté plainte. Fidèle à lui-même, il a protégé Abigail des conséquences de ses actes. Alors, pourquoi il a fait ça ? Parce qu'il l'aime, tout simplement. Ouais, enfin là, c'est pas de l'amour, c'est un stage de survie. Bon, s'il reste, c'est aussi parce qu'ils ont 3 enfants, qui adorent leur mère, et il ne veut pas briser sa famille. Mais ce soir du 25 mars 2022, au pub Horseshoe, quelque chose ne va pas. Ou plutôt, ça va encore plus mal que d'habitude. Plus tôt dans l'après-midi, Bradley a décidé de rompre le cercle infernal dans lequel il est prisonnier depuis bien trop longtemps. Et il a pris une décision difficile. Il était au parc avec Abigail et une autre famille quand il lui a dit les mots qu'elle redoutait le plus. « Je ne veux plus être avec toi, Abby. » Bradley a mis un terme à leur relation.
Et cette fois, Abigail sait qu'il est sérieux. Voilà une décision qu'elle ne parvient pas à encaisser. Au cours de la soirée au pub, elle devient de plus en plus agitée. Abigail attend Bradley de pied ferme. Et il a le malheur d'arriver avec une demi-heure de retard. Cela dit, il a une excuse valable, vu qu'il s'occupait de leurs enfants. Mais leur mère ne veut rien entendre. Elle est simplement furieuse. Alors, quand Bradley s'installe finalement avec elle et leurs amis, Louise Silk et Ryan Dawes, l'atmosphère est déjà très tendue. Pour ne rien arranger, Abigail a déjà une bonne chauffe. Pour pas dire qu'elle est complètement bourrée. Et ça n'a rien de surprenant. Elle a descendu une bouteille de vin entière avant même d'arriver au pub. Et une fois sur place, elle a commandé un Jägerbomb puis 2 rhum coca. La jeune femme a également consommé une petite quantité de cocaïne. Son amie Louise remarque très vite qu'Abigail n'est pas sobre. Elle amplifie tout et parle de choses qui ne sont pas très rationnelles. Bradley a encore 2 ou 3 pintes de bière devant lui quand elle décide qu'elle veut partir et lui fait remarquer. Seulement, elle n'a pas l'intention d'attendre qu'il termine ses verres. Et pour lui prouver, elle emploie les grands moyens. Elle balaie toutes les pintes de la table avant d'ajouter que maintenant, il en a plus. Elle a touché aux bières. Ça pouvait que finir en trou crème cette histoire. Ryan voit vite que Bradley ne va vraiment pas bien. Et a raison. Vu qu'à un moment donné, son ami l'appelle discrètement dans les toilettes des hommes. Là, à l'abri des regards, il ose se montrer bouleversé et pleure à chaudes larmes. Bradley confirme à Ryan qu'il veut quitter Abigail, mais qu'il peut pas partir, parce qu'il est persuadé qu'elle mettrait fin à ses jours. Son ami lui propose alors d'aller lui chercher un verre pour l'aider à se calmer. Mais quand ils reviennent à la table, Abigail dit qu'elle veut être seule avec Bradley. Ryan essaie d'intervenir pour aider son ami et lui demande d'arrêter de le harceler. La réaction d'Abigail est immédiate, et violente évidemment. Elle lui crache au visage, puis se tourne vers Bradley, lui jette un verre d'eau dessus et l'insulte copieusement. Il lui demande de se calmer, mais l'ambiance est déjà extrêmement tendue. C'est à ce moment que Louise quitte la table pour se rendre aux toilettes, et quand elle revient, une nouvelle scène éclate. Une femme d'une trentaine d'années, inquiète par le remue-ménage qu'Abigail provoque, s'approche d'elle pour lui demander ce qui se passe. Sa réponse est pour le moins agressive. « T'es qui, putain ?» Le compagnon de la trentenaire inquiète intervient alors, pour lui dire de ne pas parler à sa femme de cette façon. En réponse, Abigail le gifle, lui crache au visage avec mépris, et lui jette un verre dessus. L'homme, excédé, finit par la frapper, et elle tombe au sol. Les images de vidéosurveillance du pub capturent toute la scène dans ses moindres détails. Après ça, Abigail est dans une colère noire, mais pas contre celui qui lui a mis un coup, non. Elle enrage contre Bradley, parce qu'il ne l'a pas défendu, parce qu'il a osé ne pas prendre son parti, tandis qu'elle manquait profondément de respect à un couple d'inconnus. Abigail reproche ouvertement à Bradley de ne pas être là quand elle le veut, de ne pas la protéger, et de ne pas se battre pour elle. Et là, elle fait quelque chose de complètement fou. Enfin, encore plus fou à ce stade. Elle sort son téléphone et appelle la police pour porter plainte contre l'individu qui l'a frappée, en affirmant qu'il l'a attaqué. Elle ne mentionne évidemment pas qu'elle l'a giflé, lui a craché dessus et lui a jeté un verre en premier. Des détails. Quand la police la rappelle pour obtenir plus d'éléments sur ce qui s'est passé, Abigail leur donne un faux nom. Elle ment aux autorités sans aucune hésitation, tout en jouant la victime. Les amis de l'ex-couple voient le danger qui plane au-dessus de la tête de Bradley. Ils savent tous à quel point leur relation est toxique, et surtout, combien Abigail peut être violente quand elle est en colère. D'ailleurs, être en colère et torcher en même temps, c'est rarement le combo gagnant de base. Quand ils quittent le pub, Louise et Ryan tentent donc désespérément d'empêcher Bradley de rentrer avec Abigail. Sauf qu'il les écoute pas. Et avant de partir du pub vers 19h50, il dit une phrase flippante d'une façon presque désinvolte. « Je suis mort quand je rentre à la maison ». Il la formule comme une blague, mais il y a clairement une tension dans sa voix. Comme s'il était angoissé. Alfie Pike, un autre ami passé au bar, accepte de les ramener sur Chipperfield Road, à Kingswood, où ils vivaient ensemble avant que Bradley ne retourne chez sa mère. Pourquoi a-t-il choisi de suivre Abigail ce soir-là ? Mystère. Peut-être pour leurs enfants. Dans la voiture d'Alfie, Bradley est assis à l'avant. Abigail est à l'arrière. Et là, il lâche une deuxième phrase qui va glacer le sang du conducteur. « Je vais me faire tuer pour ça ». Alfie reçoit un appel de Bradley à 19h54, peu de temps après les avoir déposés. Et à 20h10, une voisine est au téléphone avec les services d'urgence. Entre ces deux moments, 16 minutes à peine. 16 minutes pendant lesquelles tout a basculé dans l'horreur. Quand Bradley et Abigail passent la porte du logement, la dispute continue, parce qu'elle n'a pas digéré ce qui s'est passé au pub. Elle lui reproche toujours de ne pas l'avoir défendue, tandis que lui essaie de la calmer, et de désamorcer la situation, comme il a dû le faire des dizaines de fois auparavant. Seulement ce soir, c'est différent, parce que plus tôt dans la journée, Bradley a dit à Abigail que c'était fini,
et il n'a pas l'intention de revenir sur sa décision. Le conflit se déroule dans le couloir de la maison, un espace étroit, dans lequel tout a tourné au drame en quelques secondes. À un moment, Abigail part dans la cuisine. Elle attrape un couteau, pourvu d'une lame longue d'environ 15 cm, revient vers Bradley avec cette arme en main. Et là, elle le poignarde. Une seule fois, mais le coup est précis. La moitié de la lame, soit environ 7 cm, s'enfonce dans la poitrine de Bradley, passant à travers les cartilages de ses côtes avant d'entrer dans la chambre principale de son cœur. Après ce coup de poignard, il parvient à marcher jusqu'à la cuisine, où il s'effondre. Il est environ 20h10 à ce moment. En réalisant que Bradley est complètement inanimé, Abigail se met à crier qu'il ne peut plus respirer. Elle essaie d'appeler les secours mais n'arrive pas à passer l'appel. Elle sort alors en courant dans le jardin, toujours en hurlant. Sa voisine, Laura Cundy, entend ses cris de détresse et se précipite dehors pour voir ce qui se passe. C'est là qu'elle entre dans la maison d'Abigail et découvre Bradley allongé sur le sol de la cuisine. Il est sur le dos et il y a du sang partout. Une quantité de sang qui forme maintenant une mare autour de lui. Laura fait immédiatement ce qu'elle peut pour aider Bradley. Elle appelle les secours et suit scrupuleusement les instructions des opérateurs qui lui disent quoi faire. Elle appuie sur sa blessure qu'elle découvre au milieu de sa poitrine, compte ses respirations et essaie désespérément de le maintenir en vie. Le secouriste au bout de la ligne demande aussi à Laura d'essayer de savoir ce qui s'est passé. Comment Bradley a-t-il été blessé ? Elle tente de poser la question à Abigail, revenue à l'intérieur entre-temps, mais elle met du temps à fournir une réponse cohérente. La jeune femme est dans un état second. Elle ne peut s'arrêter de crier et de pleurer. Finalement, après plusieurs tentatives, Abigail donne une version des faits à Laura. Ils se disputaient quand Bradley a pris le couteau pour se poignarder lui-même dans la poitrine. À 20h48, la jeune femme appelle une amie. Elle lui sert la même version et lui demande de lui dire que le père de ses enfants va s'en sortir. Et puis viennent les phrases troublantes. « Il va aller bien. Il va aller bien, on va être ensemble. » Comme si, dans l'esprit d'Abigail, cette tragédie allait finalement les rapprocher au lieu de les séparer. Les secours arrivent rapidement à la maison et trouvent Bradley dans la cuisine, toujours inconscient. Ils tentent de le réanimer et de le stabiliser afin de l'emmener à l'hôpital, mais s'il y est conduit en urgence, son état est très critique. Le couteau a pénétré son cœur. Un organe évidemment vital, gravement endommagé. Tandis que les ambulanciers s'occupent de Bradley, la police commence à examiner la scène. Et là, ils remarquent quelque chose d'étrange. Abigail a visiblement essayé de nettoyer la cuisine. Une serpillière a été utilisée. Et on voit que le sol a été partiellement frotté, malgré tout le sang encore présent. Dans la machine à laver, il y a des vêtements pleins de sang. Quant à l'arme du crime, elle a été posée sur le radiateur, dans le couloir. Mauvaise nouvelle. Bradley, lui, meurt quelques heures plus tard à l'hôpital, dans la nuit du 25 au 26 mars 2022. Abigail, elle, répète à tous la même histoire, à sa voisine, à son ami, et aux policiers arrivés sur les lieux. Elle soutient que Bradley s'est infligé cette blessure lui-même. Seulement, les enquêteurs la croient pas une seule seconde. Dès le début, la police ne croit pas la version d'Abigail. Encore heureux, sinon autant rendre les badges. Trop d'éléments collent pas avec l'histoire qu'elle raconte à tout le monde. Bradley se serait poignardé lui-même. Vraiment ? Le couteau utilisé est grand. Et sur les 15 cm de lame, 7 sont entrés pour venir pénétrer directement le cœur de Bradley. Pour s'infliger une telle blessure soi-même, il faut une force considérable, une détermination absolue. Et surtout, il faut viser parfaitement. Bradley aurait donc enfoncé un couteau de cuisine dans sa propre poitrine, à travers ses côtes, directement dans son cœur en visant parfaitement, sans aucune hésitation. Les enquêteurs trouvent ça hautement improbable. Et puis, il y a ces tentatives de nettoyage. La serpillière utilisée, les vêtements ensanglantés, le couteau posé sur le radiateur. Pourquoi essayer de nettoyer si Bradley a vraiment voulu sauter la vie lui-même ? La police découvre rapidement qu'il y a beaucoup plus que des incohérences sur la scène du crime. Abigail est notoirement violente et la victime subissait des mauvais traitements de sa part depuis des années. Les images filmées par les caméras du pub le soir des faits sont assez parlantes, mais elles démontrent aussi que la jeune femme est manipulatrice. Les témoignages s'accumulent aussi. Les amis de Bradley racontent tous la même chose. Ils n'avaient pas encore quitté Abigail parce qu'elle le menaçait de manière explicite, et ils savaient qu'elle était parfaitement capable de passer à l'acte. Les enquêteurs mettent aussi la main sur des messages vocaux accablants. Des enregistrements qu'Abigail a fait elle-même, la veille du meurtre. Le 24 mars, un jour avant qu'elle ne tue Bradley, elle avait enregistré des messages pour ses amis. Dans l'un d'eux, elle admet qu'elle n'a aucune limite quand elle est en colère.
et qu'elle est vraiment capable de le tuer s'il lui fait encore du mal, que l'un d'eux va mourir ou qu'elle va finir en prison. Dans un autre message, elle dit qu'elle ne croit pas un putain de mot qui sort de la bouche de Bradley, et que même quand elle le tabasse à mort, il ne lui dit toujours pas la vérité. Abigail précise qu'il finit par avouer que quand il pense qu'elle va le tuer. Quand elle sort un couteau ou qu'elle le poignarde. Quand je le poignarde, elle le dit elle-même, la veille des faits. Ces messages sont glaçants parce qu'ils sont la preuve qu'elle savait exactement ce qu'elle faisait. Elle est parfaitement consciente de sa propre violence et de sa capacité à pouvoir blesser gravement Bradley. Quelques jours avant le meurtre, le 19 mars, Abigail avait découvert qu'il la trompait. En rage, elle avait alors appelé son amie Sophie Weber pour se confier à elle. Et durant cet appel téléphonique, la situation a dégénéré entre les membres du couple. Bradley était là avec Abigail, qui encore une fois se montrait violente, ce qui a poussé son compagnon à prendre le téléphone de ses mains. Et là, terrifié, il a supplié Sophie de l'aider, en lui disant qu'elle essayait de le tuer, de le poignarder, qu'elle n'arrêtait pas de le frapper et lui faisait du mal. Bradley a crié ces mots au téléphone quelques jours seulement, avant qu'Abigail ne le tue. Sophie a clairement entendu la peur et la détresse dans sa voix. Bradley appelait au secours en disant exactement « Elle essaie de me poignarder ». Le témoignage de Sophie montre que la violence d'Abigail n'était pas nouvelle. Elle escaladait depuis des semaines et son compagnon savait parfaitement qu'il était en danger. L'enquête révèle aussi les précédentes agressions au couteau dont Bradley avait déjà été victime. Dans un énième message vocal envoyé à une amie, Abigail a admis l'avoir poignardé. Son amie Louise, qui était au pub ce soir-là, se souvient de cette conversation. Abigail ne voulait même pas que Bradley aille à l'hôpital. Elle refusait qu'il quitte la maison. Les enquêteurs découvrent également des vidéos troublantes sur TikTok. Sur ces vidéos, on peut voir Abigail chercher à humilier Bradley publiquement. Elle se vante de lui faire subir des violences. Elle en parle ouvertement comme si c'était normal et que c'était quelque chose dont elle était fière. Les SMS et messages WhatsApp qu'Abigail envoyait à Bradley sont tout aussi révélateurs de sa dangerosité. Elle exigeait son attention constante, absolument constante. S'il ne répondait pas immédiatement ou ne faisait pas exactement ce qu'elle voulait, elle se mettait en colère et devenait de plus en plus instable. Tous les témoins, y compris les amis de la jeune femme, décrivent leur relation de la même manière. Toxique au possible. Les services sociaux avaient même ordonné qu'Abigail et Bradley restent séparés. Ils n'étaient donc plus censés vivre ensemble. Ah ouais, si même les services sociaux te séparent, c'est vraiment la dernière étape avant le true crime. Sauf qu'ils l'ont quand même fait pendant un certain temps, en le cachant aux autorités. Cette pression supplémentaire, amenée par la nécessité de mentir, n'a fait qu'augmenter la tension qui régnait dans leur relation déjà explosive. Pour les enquêteurs, l'image est maintenant claire. Ce n'était pas un accident. Et Bradley n'a jamais voulu mourir. Son décès prématuré est l'aboutissement d'un cycle de violence conjugale qui avait commencé des années auparavant. Un cycle fait de coups de couteau, de menaces de mort, de chantage affectif, de contrôle obsessif et de jalousie maladive. La défense a toutefois une carte dans sa manche. Et si Abigail ne pouvait vraiment pas être tenue responsable de ses actes, en juillet 2022, Abigail White comparaît devant la Bristol Crown Court et plaide coupable d'homicide involontaire. En gros, elle reconnaît avoir tué Bradley, mais nie le meurtre. Sa défense repose sur un argument précis, à savoir une responsabilité diminuée. Et oui, ses avocats affirment qu'Abigail souffre d'un trouble de la personnalité borderline, qu'elle a développé des suites d'une enfance traumatique. Selon la défense, elle a été victime d'abus sexuels et physiques de la part de son beau-père, avant d'être placée en famille d'accueil et d'enchaîner les relations toxiques. Le trouble de la personnalité borderline, aussi appelé trouble de la personnalité limite, est un trouble mental complexe qui affecte la façon dont une personne perçoit le monde et autrui. Les personnes atteintes de ce trouble vivent souvent des émotions intenses et instables, qui peuvent changer rapidement et de manière imprévisible. L'un des symptômes les plus caractéristiques est une peur profonde de l'abandon, réel ou imaginé, qui peut déclencher des réactions extrêmes pour éviter d'être quitté. Ce trouble s'accompagne souvent d'une impulsivité marquée, d'une difficulté à contrôler la colère et parfois de comportements autodestructeurs. Il est important de noter que ce diagnostic n'excuse pas les comportements violents ou criminels. De nombreuses personnes atteintes de ce trouble suivent des thérapies et parviennent à gérer leurs symptômes sans jamais devenir violentes. Le trouble borderline peut expliquer certains comportements, mais ne les justifie pas et ne supprime pas la responsabilité personnelle des actes commis. Raison pour laquelle la procureure rejette catégoriquement cet argument lorsqu'il est avancé par la défense. L'accusation ne demande pas un procès pour homicide involontaire. Elle veut un procès pour meurtre.
Et c'est ce qu'elle va obtenir. Le 10 octobre 2022, le procès d'Abigail s'ouvre à la Bristol Crown Court. Il va durer 10 jours, quasiment 2 semaines d'audience, pendant lesquelles toute l'horreur de cette relation va être exposée publiquement. La procureure ouvre le procès avec une description des faits. Elle raconte la soirée au pub, la violence d'Abigail, les 16 minutes qui se sont écoulées entre l'appel de Bradley à Alfie et l'appel au secours de la voisine. Puis elle pose une question centrale au jury. Quand l'accusée a poignardé Bradley dans la poitrine, avait-elle l'intention de le tuer ? Ou au moins de lui causer de graves blessures? 3 mois après sa mort, Abigail a admis qu'elle l'avait poignardé. Et même si elle dit qu'elle a regretté immédiatement, ce qui est sans doute le cas, au moment où elle a enfoncé le couteau dans sa poitrine, ses intentions étaient claires. Entre les messages vocaux envoyés par Abigail, les scènes filmées dans le pub et les témoignages des amis du couple, les preuves sont accablantes. Après ça vient le moment le plus tendu du procès, celui durant lequel l'accusée doit témoigner à la barre pour raconter sa version des faits. Abigail affirme que si elle a pris le couteau dans la cuisine, c'était juste dans le but d'effrayer Bradley, pour qu'il l'écoute enfin, et qu'avant qu'elle s'en rende compte, elle l'avait poignardé. La procureure se lève pour le contre-interrogatoire et elle est implacable. Abigail reste sur sa position et reconnaît avoir menti dans les heures qui ont suivi le meurtre, mais réfute qu'elle essayait de se protéger. Elle explique qu'elle avait peur, qu'elle s'inquiétait de ce qui allait arriver à tout le monde si elle disait la vérité, y compris à Bradley. La défense fait témoigner un psychiatre médico-légal qui confirme qu'Abigail a un trouble de la personnalité. Mais il ajoute quelque chose de crucial. Les faits suggèrent qu'elle était consciente de ce qu'elle faisait au moment de l'attaque. Une autre experte témoigne que 99% des gens auraient plus de facilité à contrôler leur colère qu'Abigail, qui en plus n'avait rien mis en place pour essayer de gérer ses problèmes. L'inspecteur qui a dirigé l'enquête espère de son côté que le jury a vu clair dans le jeu de l'accusée. Pour lui, elle met en avant son trouble de la personnalité pour écoper d'une condamnation plus clémente. À la fin du procès, on va vite être fixé. Le jury se retire pour délibérer durant 12 heures au total. Et le 21 octobre 2022, le verdict tombe. Abigail est déclarée coupable de meurtre à l'unanimité. Elle est ensuite condamnée immédiatement à la prison à perpétuité, avec une peine minimale de 18 ans, avant toute possibilité de libération conditionnelle. Le juge explique que normalement, la peine de sûreté aurait dû être de 25 ans. C'est à cause des circonstances atténuantes d'Abigail, notamment son passé traumatique et les abus qu'elle a subis dans l'enfance, qu'il a décidé de la fixer à 18 ans. Bradley n'avait que 22 ans. À cause de ce drame, 4 enfants ont perdu leur père, et 3 d'entre eux ont perdu leurs 2 parents. Abigail a aujourd'hui 27 ans, et restera derrière les barreaux jusqu'en 2040 au moins. Elle aura alors 42 ans. Si les statistiques montrent que ce sont majoritairement les femmes qui subissent des violences conjugales, il ne faut pas oublier que des hommes en sont également victimes. Pourtant, ces hommes victimes font face à des obstacles particuliers qui rendent leur situation encore plus difficile. Il y a d'abord la honte et le silence, parce que dans une société où les hommes sont censés être forts et protecteurs, admettre qu'on est victime de violences de la part d'une femme reste un tabou immense. Il y a aussi le manque de structures d'aide. Les refuges et associations sont surtout orientés vers les femmes victimes, et les hommes peinent à trouver des ressources adaptées, sans oublier les barrières juridiques. Certains hommes craignent que leurs paroles ne soient pas prises au sérieux par la police ou la justice, voire même que ça se retourne contre eux. Et le cas de Bradley Lewis illustre cette triste réalité. Voici pour cette triste affaire anglaise. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, écrivez bière en commentaire. N'oubliez pas le lien du podcast sur Spotify en description et de vous abonner si jamais c'est pas fait. Je vous remercie de m'avoir regardé, je vous dis à très vite. Bye.